Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour l'épisode 2 de Dans la caisse. Le premier épisode, c'était avec Monsieur Vincey et Jordi. C'est un concept qu'on a lancé de podcast. Et aujourd'hui, je suis encore une fois accompagné de deux personnes, de Flub et de Tom. Et je suis très content de vous recevoir dans ce podcast, les gars. Franchement, on est content d'être dans ta caisse. C'est grave cool, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on va parler, le thème, ça va être les réseaux sociaux, Internet, comment on voit les choses, comment on a découvert tout ça, vos interactions que vous pouvez avoir sur la plateforme. Bref, j'ai mon petit téléphone et j'ai noté plein de choses. Donc tout au long du podcast, on va découvrir les thèmes au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que vous êtes contents d'être ici de ouf. Et que les abonnés sont contents de pouvoir nous entendre et surtout qu'on puisse parler sur ces sujets-là qui sont les réseaux sociaux, etc. Pour commencer ce podcast, je vous laisse juste vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais je pense qu'ils vous connaissent quand même. Non, alors en vrai, moi c'est Flub. On me connaît peut-être parce que je fais des vidéos sur YouTube où je parle de sneakers. Pendant un moment, je parlais pas mal de sneakers et de streetwear. Mais j'ai pris un shift où j'ai parlé de ma marque de vêtements que je construis depuis maintenant 4 ans et quasiment 10 mois. Où voilà, maintenant j'ai un atelier avec un local, des potes qui bossent avec moi, dont Tom, et je documente tout ça en vidéo YouTube. En gros, c'est ça. Enfin, vacation, si jamais. Et c'est très cool. Et vous faites aussi des podcasts. Ouais, là, pour les aficionados des podcasts, après celui-là, il y en a plein d'autres sur la chaîne de Flub et c'est drôlement cool. Ouais, c'est bête de format. Moi, je kiffe. Ouais, c'est un format très cool. Qui es-tu? Moi, qui suis-je? Tom, en gros, je fais des vidéos sneakers, streetwear, et je travaille avec Flub au local. Avec Forever Vacation, et puis voilà. C'est ça? Tout simplement. Cool. Donc là, si je relate bien, ça fait 4 ans et demi que vous êtes sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, réseaux sociaux depuis un vrai mois de... Ouais. Ça date. Mais en tant que créateur... de contenu. Que je le prenne au sérieux, 4 ans, moi je dirais. Toi pareil? Ouais, 4-5 ans, pareil. Ok, ça. Cool. Et toi, en vrai? Moi, en vrai, sur les réseaux sociaux depuis l'arrivée de Facebook, on va dire, mais en créateur de contenu, 1 an et 3 mois, un truc comme ça. Donc, ouais. Tu comptes pas Instagram avec tes posters dedans, par exemple? Après, sur les réseaux sociaux avec la fiche produit et mes collages numériques depuis 2017, je crois. Ouais, depuis 2017. Ça commence à faire. Hein. Ouais, ça commence à faire. On va commencer le podcast. Avant de parler de réseaux sociaux, avant de parler de toutes ces choses-là, est-ce que vous avez des kiffs en ce moment? Est-ce qu'il y a, je sais pas, ça peut être une série Netflix, ça peut être un bouquin que vous avez lu, ça peut être un move d'une marque, ça peut être un créateur qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a un truc que vous kiffez en ce moment? Parle-nous de tes kiffs. En vrai, moi, faut que je réfléchisse encore. Des kiffs, là, moi, j'ai hâte du prochain Spider-Man, de ouf. Ok. Genre, je suis à fond dans tout ce qui est leak, qu'est-ce qui va arriver dans le film et tout, tu vois. Parce que le film est sur le 15 décembre. Enfin, je sais pas après si tu regardes un peu tout ce qui est Marvel et tout. Moi, je regarde. Alors, à chaque fois, je dis toujours ça à mes potes. Je déteste tout ce qui va être comics, Marvel, mais j'adore Spider-Man. Ok. Et du coup, il y a plein de théories, il y a plein de trucs. Je vais pas dire quoi ni comment, tu vois. Et du coup, j'ai hâte. Après, niveau musique, j'ai grave kiffé le dernier projet de Roger, même de Orelsan. Ok. Et puis, bouquin, je lis pas de ouf. Donc, en vrai, aucun livre. Ok. Ouais, j'ai te volé l'idée. En vrai, l'album d'Orelsan est pas mal du tout. Ouais. Je suis Orelsan depuis pas mal de temps. En vrai, quand il a commencé à se faire connaître, quoi. Et ce projet-là est cool. J'ai eu du mal au début, mais bon projet. Là, tous les jours, je l'écoute. Mais sinon, en kiff particulier, je consomme plus beaucoup de vêtements ni de films, donc je suis pas le mec le plus intéressant à parler des trucs là-dessus. Mais si en vrai je trouve qu'il se passe des trucs cool sur YouTube. Moi qui m'ennuyais pendant pas mal de temps, là je commence à retrouver du contenu intéressant, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus sans profondeur après. Mais ouais, je m'amuse sur internet et ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé à trouver des trucs créés, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu kiffes en ce moment? Moi, ce que je kiffe en ce moment, du point de vue mode, ça va être... alors, je suis très branché New Balance. On l'a vu en off avant qu'on monte dans le podcast et tout. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui va être New Balance. Mais... plus particulièrement ce que fait Salah et Bembury, franchement j'aime beaucoup la paire avec le sifflet, ça m'a beaucoup marqué. C'est vraiment gaulerie. Et puis ce qu'il avait fait sur la 2002 R, j'aime beaucoup. Je kiffe beaucoup tout ce mood là. Et après sur YouTube, les vidéos de Cyrus North, j'adore. Je regarde de plus en plus. C'est un créateur que j'ai rencontré pendant le confinement, enfin rencontré
via sur YouTube. Et j'aime bien tout ce qui est podcast. Hein. D'où l'idée d'avoir mis en place le Dans la Caisse en juin dernier. J'aime beaucoup les Ac en roue libre, j'aime beaucoup ce que fait Ben Never, j'aime beaucoup... Il y a quoi d'autre, DFG, le sofa, voilà, j'aime bien tous ces petits trucs-là. Et puis voilà les gars. Ça, c'est mes kiffs. Et ah oui, aussi, un petit kiff que je kiffe. La dernière fois, dans l'autre podcast, j'avais dit les cartes Pokémon. Réouvrir des cartes Pokémon, moi, j'avais adoré de ouf. Mais là, du coup, je me suis pris la version Perle. Perle scintillant. Okay. J'aime bien, mais j'ai pas eu trop le temps d'y jouer. Mais c'est mon petit kiff du moment. J'espère que je vais avoir l'occasion de m'y remettre, quoi. Je suis un menteur. Moi, oui, j'ai carrément racheté Pokémon version Diamant étincelant. Là, je suis à 2 doigts de capturer Dialga. Là, on va se. Ah non, mais t'as bien avancé du coup. Mais je suis à 20 heures de jeu. Non, attends, faut se dire qu'ils se font la guerre entre Ruby et lui de savoir qui a l'équipe la plus forte. Ah oui, donc, quand il y en a un je l'ai détruit. Et vous faites un peu de stratégie Pokémon ou pas? Pas du tout. Ruby, oui. Ruby, c'est un tryharder. Moi, je suis un tryharder, mais bourrin, genre. J'ai Torterra et je bourrine. Ok. Voilà. Moi j'ai des potes qui sont à fond là-dedans. Dédicace à eux, ils sont vraiment à fond en stratégie et tout. C'est genre en mode tableau blanc. Ouais, tiens, il faut qu'on fasse ça. Faut maximiser les IV. Hier, ils étaient contents d'avoir un métamorphe IV max, je sais plus quoi. C'est des ouf. Moi, je suis plus, je me promène. J'ai mes badges et je fais mon Pokédex, tu vois. Genre, je suis pas encore à ce niveau-là, mais je trouve que c'est cool. Et je trouve que les moves de Pokémon sont incroyables quand même. Ouais, genre j'en parlais. On a un pote qui s'appelle Maxime Bécoy là. Il a fait pas mal de TikTok et de contenu autour de Pokémon. Du coup, on s'est tous replongés dedans. Et j'ai reconnecté un peu avec les gens qui parlaient de Pokémon et tout, c'était marrant. Et plein de gens disaient ouais, je comprenne pas ce qu'ils font par rapport aux cartes, au stock et tout. Mais moi je pense qu'ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font. Mais largement. Qu'ils savent très bien, qu'ils génèrent les ruptures. Ils savent ce qu'ils font. Et ça marche parce qu'au final j'ai racheté des cartes. Je pense que j'ai dû dépenser de facile 200 € de cartes. J'ai racheté le jeu par pure nostalgie. Et c'est pas je regrette pas, mais ils gèrent bien leur coup Pokémon. Hein. Ouais, ils gèrent bien leur coup. Mais tu vois, et ça fonctionne très bien avec ce qu'on va parler aujourd'hui, tu sais, sur les réseaux sociaux. Parce que, en fait, les réseaux sociaux ou Pokémon, c'est la même chose. Ils travaillent sur le besoin d'appartenance. Et au final, ils arrivent tout le temps à nous avoir. Nous, l'appartenance via la petite Madeleine de Proust, la nostalgie. Et les enfants, dans la cour de récré, t'as envie d'avoir la meilleure carte Pokémon. Et en plus de ça, c'est encore plus poussé avec les réseaux sociaux. Quand tu vois Michou ou Inox qui ouvrent des cartes et que t'as 10, 15 ans, t'as envie d'ouvrir des cartes, tu vois. C'est marrant de ouf parce que j'ai retrouvé il y a un mois le premier truc que j'ai publié sur internet. Ok. Et c'était quoi? C'était un scan de mes cartes Pokémon en 2009 ou 2010 sur Pokébip. Je sais pas si tu connais Pokébip. Ouais, si, carrément, c'était un forum. Ouais, tu peux écrire ton blog et tout. Et j'avais scanné mes cartes. J'avais, du coup, c'était à fond Diamant et Perle. Et j'avais des Giratina, des machins. Et c'est marrant de voir que ma première publication, c'était grave ce truc-là de je scanne mes cartes pour partager à des inconnus sur internet et essayer de discuter avec des gens. Bon, alors j'étais un gamin, donc discuter, je sais pas ce que je leur racontais. Mais c'est marrant de voir que ce truc-là de communauté d'appartenance, dès le début. Et c'était la publication la plus vieille que j'ai retrouvée de moi sur internet. Mais c'est ouf, mais comme quoi ça fait partie, je pense, intégralement de leur stratégie, l'appartenance. Ah mais ça c'est appartenir à une communauté. Le principal c'est la collection quoi. Trading card game, genre c'est échanger, c'est discuter, c'est rencontrer du monde, c'est évidemment, il y a des gens ils ont pas toute la carte, du coup tu vas les regarder parce qu'eux ils l'ont, enfin bref, c'est trop fort. C'est trop fort et là je le revis, j'ai pas forcément envie d'en parler mais avec les NFT. Genre, tu vois ce que c'est un peu les NFT ou pas? Ouais, c'est des collectibles numériques. C'est par exemple une photo, une image ou un clip dans une blockchain et c'est unique. C'est ça. Voilà. Et en gros, c'est les mêmes mécaniques que Pokémon et c'est marrant de voir que les gens, on se fait tellement chier avec le Covid, on peut pas voyager, etc., que les gens dépensent beaucoup d'argent dans ce truc-là de cartes Pokémon, de machin. Et même tout ce qui est numérique au final. Au final, ouais. C'est ouf. Et il y a beaucoup ce truc-là aussi de communauté. Je sais pas, il va y avoir un podcast dédié là-dessus parce que je suis pas assez expert et tout. Mais ce qui est marrant avec le côté techno des NFT, c'est que imagine que c'est comme les cartes Pokémon, sauf que on peut te faire rentrer dans des groupes si t'as telle ou telle carte. Donc là, avec la techno, on peut dire ceux qui ont les cartes métamorphes, on peut les faire rentrer dans un groupe uniquement de fans de métamorphes. Ouais, incroyable. Bon, ça a peu de sens dans Pokémon, mais dans le truc, ça a énormément de sens. Et c'est marrant de voir que les gens se regroupent par rapport à leur centre d'intérêt. Et ce qu'ils collectionnent et leur intérêt. Ouais, grave. Et je pense que les marques, un jour ou l'autre, elles vont jouer là-dessus. Ouais. Si tu as acheté ce produit-là, cet NFT-là, peut-être que tu auras accès à tel event ou tel produit ou telle sortie. C'est ouf. Déconnant, en ce moment, pas déconnant, Nike et Adidas font des moves là-dessus. Est-ce que tu as vu Nikeland sur... En gros, il y a un gros jeu.
pas forcément populaire en France, mais beaucoup aux États-Unis, qui s'appelle Roblox. Ok. Qui est un peu comme, je peux pas dire Minecraft, mais c'est tu peux te connecter à des serveurs où les gens créent des univers, des mondes. Ok. Et Nike a créé leur monde qui est Nikeland. Incroyable. Où c'est un truc un peu numérique, sportif, performance, machin. Et c'est trop cool, c'est ultra bien brandé. En gros, ils ont créé leur univers, leur métaverse dans le jeu. Leur métaverse dans le jeu. De toute façon, on va parler un peu de métaverse, de tout ce qui est... C'est ça. Et Adidas, pareil, il fait une collab avec un des gros trucs. Bref, c'est fou. Truc de communauté. Les gens se regroupent et c'est ouf. Bon, les gars, on va commencer les premiers sujets. Vas-y. J'ai écrit 2-3 petites choses. Le premier sujet, il est simple. Ça va être l'arrivée d'Internet dans vos vies. À quel moment Internet est arrivé dans vos vies? Et comment ça a commencé tout ça? Internet, je pense que le premier réseau que j'ai eu, c'était un Skyblog. Ok. Je pourrais pas te dire le nom. J'aurais kiffé parce que je mettais que de la merde, tu vois. Et c'était que des trucs en mode section d'assaut, machin, je repartageais des trucs et tout, tu vois. Section d'assaut au fond. Et ça a été ça. Après, ça a été Facebook. Et là où j'ai commencé vraiment à connecter avec des gens, c'est quand j'ai commencé Dofus, frère. Ok, il faut que tu nous racontes l'anecdote de ta page Facebook. On en parlera après, frère. On en parlera après. Mais je raconte premier à la fin. On parle tous et j'en parlerai. Il a une anecdote de fou malade. Les réseaux gens... sociaux, pour lui, il a pris ça au business dès le début. Business dès le début. Ah ouais tu verras. J'en parlerai après. Mais ouais, ça a été vraiment Skyblog, tout ce qui était les blogs Skyrock. J'en avais créé 4-5 facile, tu vois. Ah oui, mais je me rappelle plus exactement ce que je mettais. C'était un community manager. Il était social manager déjà. Comme chez moi, j'ai mis 3 comme chez toi et tout. Mais c'était bien. Enfin, c'était à l'époque. Et après, j'ai eu Facebook. Ok. Sans dire à mes parents. T'es pas passé par MSN, etc. Ah putain, MSN, si j'avais MSN. Mais MSN pour moi, c'est. Ah, mais non, ça devait être avant Skyblog. Moi, pour moi, Internet, il y a 2 choses. Pour moi, Internet, déjà, c'est le PC. Parce qu'il n'y avait pas de PC à la maison avant qu'il y ait eu Internet. Et pour moi, les premières interactions que j'ai eues, c'est Adibou. Ok. Le petit bonhomme, c'était Adibou. Et ensuite, c'est mon adolescence, je sais pas, 5e, 4e ou MSN. Où je parle avec des filles sur MSN, avec mes potes, on s'envoie des whiz, etc. Les premiers flirts sur MSN. Et ensuite, 2009, l'arrivée de Facebook, création du compte Facebook, etc. Ouais, moi, premier truc, Pokébip, je pense. Premier truc, c'était vraiment Pokémon à fond. J'ai eu un ordinateur, enfin, j'ai pas eu un ordinateur, on a eu l'ordinateur familial sur lequel j'allais et j'étais matrixé par Pokémon parce que c'était ma phase dans l'âge. Ouais, bien sûr. Et donc, Pokébip à fond. Et je faisais des montages sur Paint et tout. Mais j'ai pas eu MSN à moi. Il y a eu le MSN de ma famille, entre guillemets, tu vois. Ok. C'est ouf, tu vois. Il y avait vraiment. Déjà, c'était le PC familial. Ah bah oui. Et moi, c'était comme ça. Il n'y avait pas. T'as ton PC. C'était pareil. Et pour le coup, je trouve quand même que j'avais de la chance parce que avoir l'accès à l'ordinateur, quand même, c'était pas non plus pour tout le monde, tu vois. Grave. Et c'était cool. C'était vraiment cool. Mon ordinateur rincé. Je me rappelle. Est-ce que vous vous rappelez des jeux vidéo d'avions en 3D qu'il y avait dans les céréales, par exemple, et tout? Ça vous dit rien, ça? Des jeux d'avion. Genre dans les céréales, t'avais des CD avec des jeux et t'avais des trucs. Moi je me rappelle, il y avait un truc d'avion en 3D et tout. Moi je me rappelle qu'à Quick au début t'avais des morceaux de jeux, genre Rayman 3 et tout. Où t'avais, ça je m'en souviens. T'avais un niveau et tout, et tu jouais genre 10 minutes. Et du coup ça te forçait trop à acheter le jeu. C'était des démos. Trop fort. Ouais, c'était des démos. Ouais, ça je m'en souviens. Aussi interaction, moi je regardais beaucoup tout ce qui était astuces jeux vidéo sur le jeuxvideo.com. T'as interagi avec les forums et tout, mais à l'ancienne. Et je regardais genre San Andreas, cheat code machin. Je me tuais à ça. Mais pour Pokémon. Je me tuais à ça pour Pokémon parce que, en fait, avant l'arrivée d'Internet, c'est ça qui est marrant, c'est qu'avant l'arrivée d'Internet, quand tu étais bloqué dans un jeu, par exemple, moi, le Ronflex qui bloquait le truc, mais j'ai mis toutes mes vacances scolaires à être bloqué à cause de Ronflex. J'ai monté mes Pokémon au moins niveau 30. Quand j'ai fait la rentrée, j'ai demandé à un mec dans la cour, il m'a écrit comment fallait faire sur un bout de papier. Je suis rentré chez moi, j'ai utilisé le truc, j'ai trouvé la flûte, il s'est levé. Et ensuite, j'ai défoncé tout le monde parce que mes Pokémon, ils étaient niveau 30 parce que tout l'été, tu vois, j'avais fait que ça. C'est marrant. En fait, les forums étaient IRL là. Enfin, genre, tu discutais avec les gens dans la vraie vie pour. C'est ça. Ou sinon, tu devais acheter ton magazine au marchand de journaux, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y avait les magazines. J'avais plusieurs fois des magazines où les gens partageaient leur collection de jeux ou des dessins ou des machins. T'avais un truc. Arthur, je crois, il nous racontait qu'il avait échangé des cartes par la poste Pokémon avec des magazines, genre. Et il s'était fait carnat une fois. Le mec avait renvoyé. Ouais, je suis mort, ouais. Ça, j'avais pas entendu. Mais ça m'étonne. Enfin, c'est comme ça qu'on communiquait, hein. En vrai. Et parce qu'on trouvait des gens comme nous. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais pas de
d'amis en dehors de mon école, je sortais pas en fait. Genre, je n'avais pas les gens dans mon quartier ou autre avec qui je traînais. Du coup, c'était ordinateur à fond. Pas forcément jeux vidéo, mais découverte d'internet, création d'un site qui je ne le retrouve plus. Il a été fermé il y a quelques temps. Et tu postais quoi sur ce site-là? T'avais quel âge déjà et tu postais quoi? Je devais avoir 11 piges, 12 piges, non 11 piges je pense. Tu vois, c'est ouf de se dire déjà 11 piges, t'as un site internet, tu gères ton site internet. Ouais, bon après. Oui, mais c'est. Ouais. Tu sais, c'est comme ça. Tu trifouillais déjà. Je postais du contenu Pokémon encore une fois. Et c'était toutes les vidéos YouTube que je trouvais cool. Je les intégrais dans le site. Ok. En gros, sur Pokémon, t'avais des gifs de Pokémon, t'avais les sprites, je sais pas comment on dit. Et je les postais parce que je trouvais ça trop cool. Enfin, en gros, je faisais des quiz, des machins, toutes les options qu'on me proposait, je faisais tout. C'était. Et après, c'était un rap jeu de l'époque. Ouais, c'était pas le même niveau. Pas les mêmes auteurs, mais c'était marrant. Et Facebook après, bah ouais, naturellement, Facebook. Instagram aussi. J'ai retrouvé une vidéo de moi, je me prenais pour un youtubeur, qui filmait avec une caméra qu'on m'avait offert à Noël, de moi sur un iPhone qui présentait l'application Instagram, mais genre en 2012, tu vois. Ok. Où j'expliquais brièvement ce que je comprenais de ce qui fonctionnait. C'était marrant, bref. Très tôt, mais puis après tout est arrivé ultra vite en fait. Ouais, après Facebook, tout a déboulé d'un coup. J'ai l'impression. Twitter, YouTube, machin. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi c'est comme ça que Facebook m'a ouvert tout ensuite. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'avant t'avais MSN, tu parlais beaucoup sur MSN. Et après, une fois qu'il y a eu Facebook, les gens ils se parlaient sur Facebook directement, il n'y avait plus de... Ah, c'est clair. Moi, je pense que l'interaction que j'ai eue le plus avec les gens sur Internet, c'est au début Facebook. Ensuite, c'est un jeu, c'est World of Warcraft. Ok, tu jouais ? Ouais, je jouais à fond à World of Warcraft, mais vraiment, je me suis flingué de ouf à WoW. Et donc j'avais beaucoup d'interactions parce que pour aller faire une instance, pour aller faire les donjons, etc. T'es obligé de communiquer. Excusez-moi. Et franchement, c'était là où j'ai eu les premières interactions avec des personnes que je connaissais pas via Internet. Parce que sinon même MSN c'était des interactions mais avec les gens que tu connais de ton bahut ou quoi. Donc voilà, et ensuite, tout est arrivé super vite. Instagram, c'est arrivé, j'ai pas compris. Snapchat, et puis tout ce qui est Twitter, etc. Jusqu'à aujourd'hui, TikTok. Ça, en fait, on est passé d'un ordinateur familial à ordinateur perso, téléphone en 5 ans, peut-être. Grave. Et l'arrivée du premier iPhone. Ouais, moi j'ai eu 8 ans avant d'avoir un iPhone. J'ai plus le souvenir du 4, 4S que du 3, des trucs comme ça. Tu vois. Je voyais des gens avec un iPhone, mais moi j'ai eu le 3, c'était au tout début, mais je pense que c'est le 4 où vraiment il y a eu des usages intéressants. Ouais, exactement. Tu pouvais vraiment prendre bien des photos, des vidéos, des applications, tu pouvais envoyer des MMS, tout ça. Tellement de jeux mec là-dessus. Oui, les jeux. Il y avait trop de le tout premier, il y avait un truc de skateboard. Attends, comment ça s'appelait ? Ils en faisaient la promo, je sais plus c'était quoi, mais c'est un jeu en fait avec ton doigt et ton iPhone, c'était je sais plus quoi touch, et en fait tu faisais des figures et ils avaient blindé la promo là-dessus. Ça t'a marqué, tu as joué ? Ouais, ça m'a marqué, j'ai joué de ouf. C'est vrai que Doodle Jumps, il y avait Fruit Ninja là, je sais pas quoi là. Fruit Ninja, c'était incroyable. Il y avait Subway Surfer. Ça y a encore un peu. Ouais, mais tous ces jeux-là. Temple Run. Temple Run, c'était ouf. J'avais un cheat code Temple Run, c'était incroyable. Tu tournais 2 fois à gauche, après le mec il courait toujours tout droit et tu faisais des scores de ouf. Ah ouais, putain. J'ai hacké le truc. C'était trop marrant, de ouf. Mais après, c'est passé aux airs. PlayStation 3 où tu étais en vocal avec des gens que tu connais pas et tout, tu vois, forcément. Moi, j'ai jamais eu de PlayStation, de machin. Je capte de loin, mais. J'ai eu PS2, PS3, PS4 et après j'ai arrêté. Mais moi, je crois que j'ai eu PS2, PS3, Xbox 360, PS4 et là j'ai arrêté depuis. J'ai la PS4, j'avais. C'était mes premières insultes sur les jeux vidéo. Je dans le micro. Et continue. Je continue. Je suis un gros rageux, Mais non, putain, en vrai, c'est vrai qu'avec du recul, Internet, ça nous suit depuis. Bien longtemps. Ouais. Bien longtemps, et c'est pas fini. C'est ouf. Il y a trop de trucs qui arrivent, je pense. Et moi, ce que je trouve, c'est même pas ce que je trouve, j'avais vu des analyses là-dessus. On se dit que en 15 ans, l'évolution qu'on a eue en termes de technologie, en termes de médias, en termes de réseaux sociaux, en termes d'internet, en termes d'avancées technologiques, elle est fulgurante. Mais maintenant, où on en est aujourd'hui, dans 20 ans, qu'est-ce que ça va être ? C'est exponentiel l'évolution. C'est exponentiel, exactement. C'est vraiment l'effet boule de neige où la boule, elle ne s'arrête pas de rouler et là, elle est grosse. Je sais pas combien il y a de gens connectés à Internet, mais là, je sais plus où j'avais entendu ça, mais en gros, par exemple, en Chine, il y a très peu de gens qui ont un ordinateur personnel. Genre, ils ont sauté une étape d'évolution numérique, ils sont directement allés au smartphone.
Ce qui explique qu'ils utilisent tout avec WeChat, etc. En gros, toute leur vie, leur banque, leurs amis, leurs concerts, leurs machins, leurs mails. Tout est sur le téléphone. Tout est sur le téléphone. Et tellement ça va vite, il y a des pays qui ont du coup skip des sauts d'évolution technique. Et c'est fou en fait d'en arriver là. Genre que ça va tellement vite que certains pays ont même pas eu le temps de suivre et de s'approprier des technos. Enfin, mais ça va vite, c'est vrai que ça va vite. Genre il y a. Le matos, tout, c'est fou quoi. Il y a 4 ans, 5 ans, c'était déjà. On n'avait pas les mêmes téléphones. Ça va trop vite. Il n'y avait pas la 4G peut-être? Ouais, j'exagère peut-être un peu. Il y a 4-5 ans? Ouais. C'était peut-être le début de la 4G, mais c'est incroyable quand tu penses que. Il n'y a toujours pas la 4G nulle part. Il n'y a pas la 4G partout. La 5G arrive et est déjà installée dans plusieurs endroits. Il y a la fibre optique. Et qu'avant, c'était modem 56K, tu payais ton abonnement, même l'abonnement téléphonique. J'ai plus de crédit. Ouais. C'est une disquette, ça c'est un mensonge. Ça n'existe plus. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas de crédit, c'est qu'il ne peut pas vous voir. Mais... Mais ouais, c'est ouf. C'est frappant. T'avais ton forfait à 19 €. J'avais des forfaits bloqués. Hein. Oui, moi aussi. Genre, tu peux pas dépasser. Mon premier forfait, c'était forfait Leclerc mobile, genre. Mais d'avant, à la caisse de Leclerc, ils prenaient des cartes 5 € que je mettais un code par SMS ou je sais pas quoi pour ajouter du forfait à mon téléphone. Ouais. C'était vraiment. C'est ouf. Tu sais, t'avais les magazines où tu téléchargeais tes fonds d'écran pour ton téléphone. C'était 3-4 € et t'avais ton fond d'écran. Tu l'as fait, toi? J'ai jamais fait. Là, j'ai jamais fait non plus. Okay. Mais j'ai déjà regardé et je disais, ça serait cool si j'en ai un, mais. Encore c'est le cap, tu vois. Encore ce truc là de peut-être appartenance en mode regardez je suis cool, j'ai un. Ouais, moi aussi j'en ai un, de ouf. Je te dis un truc modifier ta sonnerie. Un truc qui m'a marqué, c'est quand on s'envoyait les musiques par Bluetooth, frère. Ah, ça c'était le Tu devais rester à côté de YouTube MP3 là, où ça téléchargeait les musiques. C'était Wiz Khalifa à fond, moi je me rappelle à cette époque. Mac Miller à fond. J'ai découvert Mac Miller, je crois on me l'avait envoyé en Bluetooth comme ça. Attends, la sonnerie qui cartonnait de ouf, c'était Crazy Frog. Crazy Frog. Mais je crois que les gens sont devenus millionnaires avec ces sonneries. C'est sûr. Tu m'étonnes. Mais Seb Lafrite avait fait une vidéo là-dessus, je crois. Ouais, exactement. Ouais, je l'ai vu. Et il parlait de ça. Ouais, il y a des trucs à faire. Hein. C'est fou. Hein. Ouais. Et tu vois, juste pour revenir sur des choses qui m'ont marqué, je trouve que les moves que Seb Lafrite fait en ce moment. Ouais. J'adore le saut en parachute et tout ce qu'il y a derrière avec le freestyle, etc. qu'il a appris à sauter en parachute, je trouve ça incroyable. Le Kilimanjaro avec Lena Situation, franchement, je trouve que c'est. Ouais, et c'est marrant de l'avoir entendu dans son Zach Ango Live que tu as dû écouter. Ouais. C'est marrant de voir qu'en fait, il fait juste ce qu'il veut, quoi. Ouais, c'est ouf. Mais parce qu'il a la chance de pouvoir le faire aussi. Exactement, et qu'il était là aux prémices de la plateforme. Marrant de voir que c'est quand même un des. Si ce n'est le premier créateur YouTube aussi. Ça m'a. En même temps, il était vraiment très très jeune. Hein, ouais, c'était. Quand tu regardes maintenant, tu dois te dire putain, pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Je sais pas, en vrai, je pense qu'il est content et je pense qu'il y a cet esprit shonen où il était petit, il a fait des erreurs et là maintenant il est au top et au final, quand tu regardes la rétrospective, quand t'as réussi, t'es fier. Ouais, il y a forcément des petits écarts, mais ça va quoi. Voilà, globalement, je pense qu'il doit être content. Moi, j'espère pour lui. Ouais, j'espère. Je pense qu'il est épanoui en tout cas. Second sujet, les bulles de filtre et la data. Donc là, on rentre vraiment dans les choses sombres d'Internet. On a parlé d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux, nous, l'appartenance qu'on a eue avec tout ça. Mais maintenant, ça serait... est-ce que vous êtes un peu au courant de tout ce qui est bulles de filtre? Est-ce que vous en êtes conscient qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur Instagram ou quand vous êtes sur YouTube, il y a des algorithmes qui vous font penser que tout le monde pense comme vous, et que tout le monde s'habille comme vous. Et est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous trouvez pas ça cool? Est-ce que vous avez déjà essayé de sortir de ces bulles de filtre pour aller, je sais pas, dans une autre bulle de filtre? Par exemple, à ce qui paraît, il y a des analyses qui ont été faites que si on suit par exemple que Elon Musk, Jeff Bezos et des personnes comme ça, on aura un feed qui va être différent que si, je sais pas, on suit que des meufs de télé-réalité ou des mecs de télé-réalité, ou si on suit que des mecs en mode sneakers, et du coup on aura que de la sneakers. Par rapport aux bulles de filtre, pas forcément du coup au fil de l'actualité, l'idée c'est vraiment que tu as ton idée peut-être politique, sociale ou autre, et du coup tu vas aller être encouragé que dans ce sens-là. En fait. Et ouais, j'avoue, ça c'est. On le voit, je pense, beaucoup avec tout ce qui est. En vrai, je pense d'aller sur ce sujet-là, mais Covid, vaccin, machin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent piégés à penser qu'ils pensent comme tout le monde, alors que pas du tout. Parce que certains réseaux vont mettre en avant qu'une pensée qui vont dans ton sens. Moi, je pense que c'est super dangereux, mais en vrai, on peut aussi le croiser dans la vraie vie. Je pense que quand tu habites à la campagne, je sais pas, mais je pense que
ce sont que des suppositions. Ouais. On peut retrouver des pensées très similaires par rapport à si t'habites en ville, si t'habites dans une capitale, si t'habites dans une campagne. Et en fait, ça se trouve, c'est aussi juste ça aussi. On peut le visualiser aussi comme une bulle de filtre. Ouais. Tout le monde va avoir des pensées très similaires et tu vas être dans ta bulle, en fait. Et c'est vrai qu'aussi, peut-être, ça fait bizarre des fois aux gens de la campagne d'aller à Paris ou l'inverse, parce que c'est d'autres réalités, d'autres mondes, avec d'autres vies, en fait, et d'autres expériences, d'autres. Ouais, grave. Donc, moi, je pense que c'est dangereux. Je pense qu'il faut toujours être conscient que, surtout les réseaux où t'as l'impression de voir tout et tout, c'est pas vrai. YouTube, ils vont jamais montrer une vidéo que t'aimes pas ou d'une idée qui est contre à toi. Par exemple, je pense que sur tous les débats d'écologie et tout, si YouTube voit que tu consommes beaucoup de vêtements, que t'es fan de ça, ils vont rarement te montrer des vidéos qui parlent des conditions de travail des gens derrière, etc. Aussi. Parce que c'est pas dans leur intérêt économique. Leur but, c'est que tu consommes les publicités qui vont t'afficher, donc les publicités de vêtements. Bref, je pense qu'il faut aller diguer, faut être curieux sur le même truc en fait. C'est que t'as pas raison, t'as pas tort. Là du coup, t'es conscient de ça, mais est-ce que vous essayez de sortir de cette bulle? Non. Moi non plus, c'est des questions que je me pose. Non, je fais attention à qui je follow sur Twitter. Si je vois que... Mais tu vois, si un mec me saoule, je vais l'unfollow direct. Et s'il me saoule, c'est parce que je pense pas pareil ou parce que je trouve ce qu'il dit inutile. Donc non, je m'enferme peut-être même moi-même dedans. Mais je pense pas que ma pensée est nocive envers d'autres personnes, donc en vrai ça va. Ok. Tom, t'as pas du tout parlé toi? Non, comme toi, j'ai pas. Enfin, bulle de fil, je capte, je comprends, je sais, mais jamais voulu sortir de ça, ta bulle à toi. En vrai, c'est un confort, tu vois, un peu. Genre, je vois des trucs que je kiffe, j'ai pas envie de me prendre la tête à voir des trucs que j'aime pas, tu vois. Des fois sur Twitter, tu vois des trucs que les gens retweetent et que t'aimes pas forcément, et t'as tendance à. Moi, je masque beaucoup de gens sur Twitter. Même que je follow pas parce que je vois dans ma tête qui passe, parce que quelqu'un que je connais RT ou un truc comme ça. Et je masque parce que soit la personne me saoule ou les sujets qui parlent ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, j'ai un exemple. J'essaie de vous faire gaffe, vous. On parle beaucoup crypto, machin au local, comme je l'ai dit. J'ai pas envie de parler non plus beaucoup de ça. mais moi je fais gaffe à pas me convaincre que c'est le futur, machin. En gros, je suis convaincu que c'est intéressant, machin et tout. Sauf que si tu suis des mecs crypto, leur but c'est de vendre la crypto, c'est que tout le monde achète que machin. Parce que c'est dans leur intérêt à eux. Et donc ils vont te faire croire que c'est le futur que machin. Alors oui, mais il y a une réalité qui fait que si tu prends un peu de recul et que tu sors de la bulle, tu t'aperçois que c'est cool, qu'il y a des trucs à faire, mais que c'est pas le futur de demain. Et des fois au local, il y a des discours, pas qui me font peur, mais où Tom, des fois, ou même d'autres personnes autour de nous sont trop matrixées et on pense que ça va jamais tomber et tout, c'est le futur, machin. Non, la réalité. Parce que t'es sûrement, parce que tu suis que des trucs qui vont dans ton sens. On n'a pas vécu une grosse. Toi, t'en as vécu une, nous, non. Une grosse chute, tu vois. Où tout tombe d'un coup et que t'es en mode Et je pense que les gens ils sont tellement éloignés de la réalité par rapport à plein de trucs. Et dès que ça touche à l'argent, ça peut être super dangereux. Ou même au social, en vrai, politique, tout ça. Parce que tu vas t'éloigner de gens, tu vas peut-être perdre de l'argent. Parce que tu t'es enfermé dans un truc, à vouloir te convaincre toi-même. Je sais pas, en fait, c'est comme une fois je me suis fait arnaquer sur Vinted, j'ai acheté du fake. Et je voulais pas y croire au début. Donc j'essayais de m'auto-convaincre. Non, mais c'est pas possible quand même, je me suis pas fait avoir moi et tout. Et t'as ce modèle où quand t'es dans ta bulle et que tu t'aperçois de la réalité, tu vas t'auto-convaincre de ce que t'as envie toi de. Exactement. Et c'est dangereux. Et je pense que l'algorithme, il est créé un peu là-dedans parce que c'est vrai que psychologiquement, on a plus tendance à s'écouter soi-même qu'à écouter les autres. Et quand les autres sont d'accord avec nous, ça appuie nos propos. Donc lui, l'algorithme, il a compris ce truc-là. Il se dit, ok, d'accord, lui il pense comme ça, lui il pense comme ça, lui il pense comme ça. On va faire un groupe de ces personnes-là et on va les faire cohabiter ensemble sur Instagram, sur Snapchat, on va les faire se rencontrer. Et au final, il a le même pantalon que moi. Oh, il a la même paire que moi. Oh, cette paire-là, elle est vraiment hype. Alors que quand tu sors de cette bulle-là, par exemple, quand je parle avec des potes à moi de longue date, tu vois, potes d'enfance, et qui sont, je sais pas, plombiers, paysagistes, et que je leur parle de Off-White ou que je leur parle de Sacai, ils disent, mais gros, j'en ai rien à foutre en fait de ça. Et c'est là où, mais c'est moche en fait ce que tu portes. Et c'est là où tu te dis, mais non, ça c'est cool, mec. Ah non, pour moi, c'est pas cool. Tu vois, pour moi, une paire de baskets, c'est fait pour marcher. Mais nous, on est tellement dans cette, dans ce truc-là qu'on se dit, ah non, il faut avoir cette paire-là. Et les petits, c'est encore pire. Parce que les petits, quand ils voient un inox avec une doudoune North Face nupsée dans les cours de récré, ça va être que ça. Et si tu l'as pas, en fait, t'es pas cool. Et du coup, tu vas tanner ta mère à dire, ouais, je veux acheter cette doudoune-là. Pareil pour les sneakers. Et je trouve que ça aide les marques. Ça aide la publicité. Ça crée de la publicité ciblée. Et au final, c'est notre data.
Et on en parlait en off. Moi, je suis très friand du sujet de la data. J'ai rencontré, encore une fois, hein, sur les réseaux sociaux, etc. En fait, c'est un historien qui s'appelle Yuval Noah Harari. C'est un Israélien, historien, qui travaille sur l'homme de Sapiens, donc vraiment du tout début de l'homme, ses envies, comment il agit par rapport aux autres, jusqu'à aujourd'hui. Et il dit en fait que chaque être humain est une data, et que les marques l'ont compris, et que les GAFA l'ont compris, donc Facebook, Google, etc. Et que eux, leur objectif, c'est que tout le monde soit une data, et qu'en fait les données personnelles n'appartiennent plus à toi, mais qu'elles soient vues de tous. Ouais. Et donc, on va comprendre comment je sais pas, il parlait par exemple c'est la Kindle de chez Amazon. En fait, tu la lis, et lui, avec la reconnaissance faciale, il va se dire, ok, ce mec-là, il aime bien ce passage-là, il aime pas celui-là, il lit plus rapidement ici, là il lit pas plus rapidement, ah tiens, là il s'est arrêté sur ce mot-là, et la prochaine fois qu'il va se connecter sur Amazon et qu'il va vouloir acheter des livres, je vais lui présenter tel livre, tel livre, tel livre. Et c'est comme sur le smartphone, qu'il soit éteint, qu'il soit allumé, qu'il soit en mode avion, en veille ou quoi, il va nous écouter. Et tiens, j'ai envie de partir au Japon, tu vas avoir des pubs pour partir au Japon. Ah tiens, j'aimerais bien m'acheter telle paire de baskets, tu auras cette paire de baskets là. Et au final, plus rien ne nous appartient, pas nos pensées, pas notre data. Et la seule chose qui nous appartient au final, lui c'est ce qu'il disait, c'était nos organes. Mais l'étape d'après, c'est que plus rien en fait t'appartienne, et que tout le monde peut dire juste en te scannant, tiens Flub, Tom, toi... tes poumons, voilà, c'est bof, tu vois. Ouais, genre, c'était l'étape d'après, quoi. Et genre, ça faisait grave peur quand je disais ça. En fait, ça, c'est ce qu'on peut pas modifier, c'est son empreinte digitale, sa rétine. Sa rétine, etc. Ton visage, tu peux le modifier, mais. Enfin, faut y aller sérieusement. Et tout ça, c'est lié à qui? À ce que tu partages sur Internet et tout. Et quand pour déverrouiller ton téléphone, t'as besoin de ta rétine ou autre, c'est qu'au final, tu vis étroitement ce que tu partages sur Internet, sur machin, à toi. Parce que tu peux pas changer ton corps qui est immutable, je sais pas si ça se dit, enfin bref, qu'on peut pas modifier quoi. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à ce qu'on partage, hein. Moi je reste convaincu là-dessus. Je disais tout à l'heure, je pense que ça devient dangereux à partir du moment où tu sais plus ce que tu as déjà partagé sur Internet. D'où le fait que je supprime moi des archives de ouf. Mais en fait, il suffit que genre tu aies quelqu'un qui t'aime pas, qui soit mal intentionné, il peut faire des dingueries avec juste en ayant vu ta tête sur Internet. Ouais, parce que il a des photos, il a des photos de toi, il a des vidéos de toi. Tu vois ce que c'est un deepfake? Ouais, les deepfakes c'est incroyable. J'en avais vu un de Tom Cruise. Je crois que c'était le premier qui tournait un peu sur les réseaux. C'était incroyable. Ouais, surtout que genre ça a été démocratisé il y a 2 ans, 3 ans, on commençait à en entendre parler. Maintenant, t'as des applications iPhone qui permettent de faire des deepfakes. Ce qui est à la portée de tous, tu vois. Pas forcément de manière mal intentionnée, mais la techno est là, quoi. Bref, il y a... Je dis ça, mais tu vois, on a envie de YouTube, on se montre sur toutes les coutures, grave. On dit un nombre de mots incroyable. En fait, il y a moyen de nous faire dire n'importe quoi, tu vois. Exactement. Bon, après, je pense que le risque sur nous est faible, mais il faut en avoir conscience, parce que aujourd'hui, c'est faible. Peut-être que dans 10 ans, tu deviens CEO de JD. Ça va être quand même, il faut les deepfakes de toi. Je te jure, ils me font dire n'importe quoi. Et où j'ai peur aussi dans ces choses-là, c'est parce que ça existe. Nous, on est dans des bonnes bulles de filtre, parce que notre bulle de filtre, c'est la sneakers, les vêtements, la mode, peut-être l'architecture, etc. Donc c'est assez sain. Mais il y a des personnes, ils vont s'intéresser à des choses un peu plus sombres, un peu plus complotistes, etc. Et ils vont croire. Et au final, je pense que les réseaux sociaux, ça peut être ultra néfaste pour des personnes par exemple, quand il y a beaucoup de fake news et que tu crois à ces fake news-là, ça peut te pousser à penser des trucs de complotistes, etc. Et je pense que c'est pas bon. Mais ça peut aussi, pour moi, comme Instagram, ça peut détruire des couples. Parce que, je sais pas... ta copine, elle se dit ouais mais eux ils voyagent tout le temps, oh mais lui il est grave beau gosse, oh mais elle a une trop belle vie, etc. Et donc ça l'enlève un peu de sa réalité à elle, qui est la réalité de tout être humain, tu vois, de 95% des personnes, et elle se dit ouais moi je veux cette vie là, et donc on est plus attiré vers une autre vie, et je pense que les relations sociales elles sont abîmées par les réseaux sociaux, que il y aura plus de couples style nos parents qui vivent une vie ensemble, tu vois. Alors, ou nos grands-parents. Elles sont abîmées, mais elles sont changées. Il
il y a quand même, je pense, une tendance négative, mais pas que, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'en compte. Il y a du positif. Moi, ce qui me fait flipper par rapport à la data, c'est tout ce qui est par rapport à la santé. Pour donner un exemple, là récemment je veux perdre du poids, donc je perds un peu de poids et tout, c'est cool, mais j'ai pas envie que Google sache que je veux perdre du poids. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent tout faire et jouer psychologiquement en me faisant moi me sentir mal dans ma peau, en m'affichant des modèles qui correspondent à des attentes irréalistes. En fait, ils peuvent biaiser des trucs qui peuvent mettre en danger ta santé. Et j'ai des problèmes de santé comme des allergies. J'avais envie un peu de perdre du poids, et même je pense que des fois si t'es en dépression, tout ça, enfin tous les trucs un peu psychologiques santé, je pense que c'est les trucs où là vraiment ça peut être le piège que je vois le concret le plus dangereux par rapport à ce que tu partages de toi sur internet. Donc un algorithme va essayer peut-être de vendre de la merde pour perdre du poids, ou des trucs inutiles juste pour soutirer ton argent, voire qui peuvent être dangereux pour ta santé. Tout ce qui est psychologique, ça veut dire qu'on peut... Imagine tu tweets comme quoi t'es malheureux machin. Peut-être que ça va aller te manipuler derrière des machins. Il est sur une rupture, ok, il a envie de perdre du poids, ok, il a envie de se reconstruire, ok, bon, on va lui mettre ça. Et là, c'est des trucs tellement rentables. Le business de la... Vous entendez quoi? Il y a 1 ou 2 milliards de personnes sur Terre qui sont en obésité, en fait. Donc, c'est un business de fou malade, quoi. Ah oui, c'est... Et bref, j'ai pas envie de... Moi, j'y pensais là récemment. Et je pense que là, vraiment, moi, c'est un truc où ça me ferait chier, hein, d'être ciblé sur des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être un peu plus un public féminin, mais après du masculin aussi, mais qui sont là-dedans à cause de tout ce qui est, je pense, télé-réalité, etc., où ils sont un peu dupés là-dedans, dans ces algorithmes où une fille, ça doit ressembler à ça, un mec, ça ressemble à ça. Des vacances de rêve, ça ressemble à ça. Un couple parfait, ça ressemble à ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, mais je capte, je suis tout à fait d'accord. Tu veux rajouter des éléments Non, pas forcément, mais je comprends que des gens soient frustrés de ne pas avoir la vie que certaines personnes présentent sur les réseaux, tu vois. Alors qu'au final, ce qu'ils présentent, ces gens-là, elles ont des galères comme tout le monde, mais elles présentent que les bons moments, tu vois. C'est ça qui est ouf. Parce que oui, elles ont des peines, oui, elles ont des chagrins, oui, elles ont des problèmes financiers à certains moments, oui, il faut payer les impôts, oui, la voiture, elle tombe en panne, enfin, comme tout le monde. À des échelles, bien évidemment, différentes. Mais elles ont ce lot de problèmes, tu vois, ce lot de tracas. Ouais. Je pense que aussi les influenceurs sont très déshumanisés à un certain niveau. Des fois, tu les vois juste comme des comiques ou des gens qui sont là peut-être pour 20 minutes. T'as 20 minutes d'extrait par jour, bah évidemment qu'ils vont se montrer que quand ça va, quoi, tu vois. Bien sûr. Mais bref. Ouais, bon après, ça c'est. Tout est sujet à l'image. Je pense que nous on le sait, on a la maturité pour prendre le recul. Mais c'est les kids où ça peut être plus... Surtout pour les kids, bon après si l'enjeu derrière est leur vendre des chaussures ou du crêpe protect, tu vois, ça va, tu vois, genre on va pas leur... Non mais c'est pas... Non, c'est vrai. Ça va, au final on va leur faire perdre un peu d'argent. Ouais. Enfin perdre. Mais ouais, moi c'est surtout la santé mentale qui me fait peur là. C'est le plus important. Les kids qui sentent pas bien, c'est chaud quoi. Ouais. Et Mais c'est un point de vue, encore une fois, réseaux sociaux, harcèlement scolaire. C'est... Ouais, bien sûr. Mais après, tu vois, là, on parle... Ouais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de positifs. Et j'ai pas envie que... Ah oui, mais t'inquiète, hein. j'ai bien écrit, hein. Il y a du négatif. Là, j'étais vraiment sur la tendance négative. Mais il y a, juste après, regardez ça. Juste après, les réseaux sociaux sont-ils dangereux? Tu vois, l'harcèlement scolaire, par exemple, les relations néfastes, le rapport qu'on a avec son corps. Mais bien évidemment, juste après, ce que les réseaux sociaux vous ont apporté de bénéfique, qu'est-ce que ça apporte de bénéfique? Et il y a énormément de choses. Il y a plein de choses à dire, ouais. Il y a plein de choses, surtout vous. Surtout vous. Oui, c'est vrai que t'as pas un parcours forcément ultra lié à Internet. Pas trop, à part depuis quelques années, mais vous, votre marque de vêtements déjà, ce que vous faites, vos chaînes YouTube. Moi, aujourd'hui, il n'y a que ma chaîne YouTube, peut-être mon compte Instagram encore, mais vous faites de l'argent et vous concrétisez aussi quelque chose via Internet et le commerce en ligne. Et ça... c'est incroyable, Internet, ça a quand même créé le streaming, ça a relancé l'industrie musicale, ça a fait énormément de choses qui sont très 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 bonnes. Ouais, Internet est un outil... En gros, moi, ce que je trouve de fou, c'est qu'avant, là où... je sais pas, imagine, t'as envie de faire des bijoux, fabriquer des bijoux, couler, je sais pas, de l'argent, faire des bijoux, toi-même, tu vois. Je pense qu'à l'époque, trouver quelqu'un pour t'apprendre ça, tu galères. Là, je suis convaincu que 2-3 jours de taf, t'as les bases avec YouTube. Bien sûr. Et c'est formidable. Je pense que t'as une mise en commun des connaissances trop cool. Et le fait qu'avant,
Les gens regardaient ça un peu pour eux, ils faisaient les puristes, machin. Maintenant, tu peux même gagner de l'argent en apprenant des choses aux gens, tu vois. Et c'est fou. Genre, moi, j'apprends aux gens à imprimer des vêtements parce que j'ai appris à le faire avec Internet. Et au final, bah, ça lance des gens, ça me fait gagner un peu d'argent et ça me fait découvrir. C'est insane. Non, c'est incroyable. Internet, c'est dark. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, Internet? Moi, Internet, plein de choses. Hein. J'ai pu quitter mon taf, frère, grâce à Internet, tu vois. C'est ouf. Genre, on a pu se rencontrer grâce à Internet. Ouais, enfin, je rencontre trop de gens cool et tout. Moi, je suis pas quelqu'un de base qui a énormément de potes et tout, tu vois. Hors Internet, je dois avoir un ou deux potes, grand max. Ouais. Je sais pas, j'aime pas mélanger trop de base avec les gens. J'ai un peu de mal à garder contact avec les gens, mais avec Internet, ça, moi, je pense que ça a un peu changé ma vie, tu vois. De ouf. Mais genre, je sais pas, créer des choses. En vrai, grâce à Internet, on gagne un peu d'argent, on arrive entre guillemets à survivre. Et on passe tellement de bons moments, enfin, entre potes et tout, tu vois. Je me sens beaucoup plus à ma place, je pense, qu'ailleurs, en fait. Ouais, de ouf, tu vois. Genre, tu fais ce que tu veux quand t'as envie de faire un truc, enfin... je sais pas, enfin... Il y a ce truc-là aussi, tu vois, de récompense et d'estime, parce que tu crées quelque chose. Hier, tu crées quelque chose, tu vas le montrer à 2-3 potes à toi. Bah, s'ils sont pas dans ta bulle de filtre, ils vont dire oh, c'est nul ce que tu fais. Ouais. Que là, aujourd'hui, bah, tu t'exposes à beaucoup plus de personnes. Et bien évidemment, bah, dans ce panel de personnes, il y en a qui vont dire oh, mais c'est trop cool ce que tu fais. Il y a des gens qui vont faire la même chose que toi. Et du coup, bah, tu rencontres d'autres personnes. Aujourd'hui, si vous êtes dans la voiture, c'est parce que on a des points communs et parce qu'on a certaines similitudes et on a envie d'en discuter. Et j'ai l'impression, moi je rencontre trop de personnes comme ça. Ouais. Là, depuis que je me suis lancé sur YouTube, je fais que des belles rencontres. Je rencontre des personnes avec qui j'ai des atomes crochus, des points communs que j'aurais pas eu avec des interactions sociales au travail ou à l'école anciennement, tu vois. En fait, ça a renforcé un peu les délires de niche. C'est-à-dire que de ouf. Imagine, il y a que 3 personnes qui kiffent un truc ultra précis, je sais pas, dans le bois, ils fabriquent des trucs bizarres. Et bien si vous êtes 3 au monde, même si c'est un Américain, un mec en Australie et en France, vous avez moyen de communiquer et vous retrouver, quoi. C'est ça qui est ouf. Il y a les outils pour créer plus ou moins ce qu'on veut, en fait. Ça, moi, je trouve ça assez fou. C'est-à-dire que plus ou moins toutes les idées peuvent être réalisées, concrétisées et monétisées avec Internet. Tu peux être prof de chant dans le monde entier, apprendre à faire de la guitare, apprendre à cuisiner. Tu peux... Ouais, c'est vrai, c'est ouf. Sauf tu peux réparer une voiture, tu peux apprendre à changer un mitigeur, un rétroviseur. Un rétroviseur. Ah ouais, bah voilà. On a capté mon rétro, on l'a changé avec un pote. Grâce à YouTube. Ouais, en regardant un tuto d'un gars qui a fait une vidéo il y a 7 ans, comment changer un rétroviseur de 206. C'est dingue, hein. C'est ouf. Mais ça, je te rejoins grave Flub quand tu disais, grâce à Internet, aujourd'hui, tu peux vraiment apprendre énormément de choses. Ouais. Alors oui, tu n'apprendras pas à piloter un avion ou à opérer un humain, mais apprendre à faire de la photo, moi je l'ai appris sur Internet. Apprendre à tourner une vidéo, je l'ai appris sur Internet. Faire du montage. Je l'ai appris sur Internet. Il y a trop de trucs aujourd'hui. Et c'est là où le rapport à l'éducation, et ça va commencer à être biaisé, où tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre aux jeunes? Et tout à l'heure en off, on le disait, un petit maintenant, quand il a son bac, ben, il a le choix, soit il va apprendre un métier, soit il va se former tout seul sur Internet, il va monter son business. Ouais, c'est pas déconnant. En fait, ce que je dis, c'est que on est une des premières générations où c'est pas déconnant pour un kid de 18 ans d'arrêter de se lancer lui-même, tu vois. C'est fou. C'est fou que un téléphone, en gros, je sais pas, c'est un iPhone, tu fais partie quand même des gens qui ont un peu de thunes et qui sont un peu privilégiés, mais c'est cool, ça te permet d'avoir accès à plein de choses. Un iPhone, c'est un super outil, t'as forcément Internet en général, tu peux prendre des photos, regarder, consulter du machin, t'as un truc solide sur lequel tu peux construire et potentiellement commencer à gagner de l'argent, etc. Moi, j'ai commencé le tout début de mon argent sur Internet, c'est un téléphone Android que j'ai reçu gratuitement parce que j'avais gagné ça sur Internet. Donc déjà, on voit le star. Avec ce téléphone, je lance des comptes Instagram qui me permettent de gagner de l'argent pour m'acheter un iPhone. Et après, à partir de ce moment-là, c'était jackpot. Genre, c'était que réinvestir. Et tout ça grâce à Internet. Et dans cette bulle d'Internet, genre, tout le temps... relancer un truc, machin, mais que avec Internet, avec les moyens du bord. Hein. J'ai pas eu d'ordinateur financé par mes parents et j'ai pas eu cette chance-là, mais c'est pas une excuse pour le coup, on peut quand même faire tellement de... En fait, c'est que ça récompense les mecs les plus curieux et les plus en avance sur leur temps. Genre, t'étais là à faire des vidéos il y a 7 ans, bah, globalement, si t'as pas lâché, là, normalement, t'es Seb Lafrite ou t'es Squeezie ou Cyprien. T'es en place, quoi. T'es en place. Clair. Et ouais, je pense que si t'es passionné, t'as de la place et t'as les moyens de faire un truc sérieux, quoi. Ah, grave. Et je pense qu'aujourd'hui, Internet,
il y a énormément, alors pas les footballeurs, etc., mais quand tu prends des gros influenceurs, que ce soit des rappeurs, que ce soit des chanteurs, mais que ce soit aussi des youtubeurs, Internet a clairement apporté une puissance de ouf à ces gens-là. En fait, ça les a propulsés grâce à Internet. C'est clairement Internet qui leur a... de ouf, hein. Ce qui est marrant, c'est que je suis allé sur la chaîne YouTube de Big Flo Oli il y a, je sais pas, quelques temps. Et en fait, c'est fou parce qu'ils ont une chaîne YouTube de youtubeurs. Genre, ils postent des fois des vidéos où je crois qu'ils ont déjà fait des réponses aux questions, enfin, des FAQ. Ok, ouais, des FAQ et tout. Et en fait, ça permet de communiquer. Un des assets les plus importants sur Internet, c'est savoir communiquer, échanger, parler avec les gens. Et quand tu sais faire ça avec ta profession, ou t'es chanteur ou machin, tu fusionnes les deux, c'est parti. Et les plus gros artistes sont soit des mecs qui snap, soit des mecs qui font des stories Insta, soit des mecs qui font des vidéos YouTube. Hein. Ouais, vraiment, les plus gros artistes, c'est ça. Hein. Lil Nas X, top artiste, c'est un tweetos. Genre. C'est ouf. Enfin, maintenant, c'est un artiste musical reconnu de ouf. Mais on te donne les outils pour broadcast, pour diffuser ton message. Si tu les utilises correctement, c'est magique. Hein. Et à toutes les échelles, pas besoin d'être Lil Nas X pour manger. Hein. Nous, bien sûr. On n'a pas les centaines de milliers de personnes qui nous suivent, tu vois, mais on arrive à avoir un petit local, manger tous les jours plus ou moins ce qu'on veut, ça c'est cool. Et c'est dark, quoi. Et venir à Paris pour faire un podcast dans une voiture, et c'est cool. Juste ça, c'est cool. Ouais, grave, c'est ouf. Et tu sais, il y a un truc, moi, qui m'a marqué cette année. Ça m'avait marqué un tout petit peu l'année dernière, mais beaucoup plus cette année. Il y a deux grandes choses. Pour moi, il y a le Z-Event, qui est des personnes, c'est 51 personnes exclusivement YouTube, Twitter ou Twitch, qui ont soulevé 10 millions d'euros. Ça, je trouve ça incroyable. La force d'Internet et la force des créateurs. Et aussi, c'est la line-up de Danse avec les stars pour pouvoir relancer une émission TF1 qui appartient de base à la télé. Ouais, c'est vrai. Et un truc très média. Et la line-up de base qui a fait augmenter l'audience, Michou, Internet, Weshden, streaming, parce que Weshden n'a jamais fait de scène. Elle a explosé pendant le confinement. Taïk, pareil. Bilal Hassani. C'est insane, hein. Pour moi, je trouve que ça, c'est incroyable. Et ça, c'est la victoire de notre génération, la victoire d'Internet aussi en France. Et les Français sont fous. Hein. Les Français sont très bons sur Internet. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'en même temps que le The Event, il y a MrBeast qui lançait Team Seas, qui était une opération pour nettoyer l'océan. Ouais. Et donc il levait des fonds et il a fait en gros tous les plus gros youtubeurs se sont coordonnés pour mettre en avant cette initiative en même temps que le The Event. Et le The Event, par rapport au temps et à l'argent levé, ils ont éclaté Team 6 qui est mondialement diffusé, tu vois. Alors que la France, c'est quand même que les francophones en général qui donnent, tu vois. Et c'est fou. C'est fou, non, c'est d'art. 10 millions quand même. Hein, 10 millions. 10 millions, 51 créateurs. 10 millions d'euros. C'est d'art. Et du coup aussi des centaines de milliers de donateurs, tu vois, il n'y a pas non plus que les créateurs qui mais c'est d'art, c'est... Ah oui, les donateurs, mais les donateurs, tu te rends compte, c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est là où c'est impressionnant, tu vois, c'est que c'est pas... T'as les créateurs qui lancent l'initiative, mais t'as aussi du coup les gens qui s'engagent, qui sont tout aussi intéressants dans l'opération. Du coup, c'est la communauté. Est-ce qu'on parlerait pas de l'importance d'une communauté sur les réseaux sociaux? Comment, enfin, pas comment créer la communauté, mais l'importance de la communauté. Parce que oui, un créateur, c'est un créateur, mais s'il n'a pas une communauté derrière, c'est comme une marque. Si elle n'a pas une communauté derrière, et on l'a bien vu sur certains moves, si ta communauté, tu la déçois, ça peut faire descendre en bourse, chuter en bourse la société, etc. Vous en pensez quoi de cette communauté? Est-ce que vous interagissez avec votre communauté? Comment ça se passe? Dès qu'on peut, tu vois, genre, dès que les gens ont des questions, on essaye de répondre. Pourtant, moi, je pense que là, je devrais postuler chez StockX pour SAV bientôt. Mais... Non, mais c'est le SAV StockX en CDM, ouais, mais dès que les gens ont des questions, on essaye de répondre. C'est ouf, hein. Même les chèques et tout le temps, ça c'est ouf. C'est fou, enfin, pourtant, j'ai pas les capacités pour, tu vois, ni les compétences, mais c'est marrant. Mais c'est-à-dire que les gens, ils nous font confiance, tu vois. Alors, ils ont une question, et au lieu d'aller peut-être chercher sur Internet, ils vont dire, peut-être je vais lui demander à lui, il saura peut-être plus m'aiguiller sur ce que je veux et tout, tu vois. Mais c'est super important d'avoir une communauté. Dans ce qu'on fait, en tout cas, oui, c'est important. Ouais, c'est marrant. Moi, je me rappelle, du coup, je bidouillais sur Internet et je voulais faire de l'argent. Normalement, c'était un peu mes trucs quand j'étais un kids. Okay. Et créer des trucs, machin. Et du coup, je fais plein de trucs pour gagner de l'argent. Et au bout d'un moment, donc, je commence à faire un peu les bails de compte Twitter, compte Instagram que je revendais et tout. Et le but, c'est d'avoir des abonnés, vendre des retweets, vendre de l'impression, tu vois. En gros, le but, c'était toucher du monde. Et le temps passe, c'est cool, je fais un peu d'argent.
Mais ce que j'ai appris là, pendant 3 ans, je pense, à faire ça, c'est que ça servait à rien de faire ça sans avoir une vraie communauté derrière. J'avais des comptes à thème, toi peut-être un peu comme la fiche produit, tu vois. Ouais. Mais moi, beaucoup plus généraliste et pas niché, et ce qui fait que t'as du monde qui te suit, mais t'as pas de communauté. Et là, je me suis dit, mais à quoi ça sert de passer du temps à construire ça pour gagner 50 balles par-ci par-là, et pas construire sur qui je suis, qui est mon image. Donc, naturellement, j'ai cette notion-là qui est de maintenant, il faut que je construise, que je crée une communauté. Quelques années plus tard, j'ai l'idée de ma chaîne YouTube, la marque de vêtements, et c'est pour ça que je lance sur YouTube, c'est parce que le meilleur moyen de communiquer et d'engager les gens, c'est de parler avec toi et ton visage. Pour ça qu'on communique beaucoup avec la marque de vêtements, avec notre set. Ce qui se faisait plus ou moins à l'époque, mais qui était encore un peu... les gens ne parlaient pas avec un story Instagram. Salut, alors moi c'est Flub de For Vacation, aujourd'hui Black Friday. Ah, c'est clair. En fait, ça se faisait peut-être dans les commerces locaux, comme quand tu vas voir ton boulanger du coin, c'est lui qui va t'annoncer ça. Mais pas sur internet. Bref, c'était marrant. Mais ouais, l'importance d'une communauté, si vous voulez construire quelque chose de durable, c'est évident qu'il vous faut une communauté, sinon vous perdez votre temps, quoi. Vous perdez votre temps de ouf. Genre, c'est compliqué aujourd'hui d'engager des gens juste avec une voix off et des images d'illustration. Il y en a qui arrivent très bien à le faire, mais... ouais, bien sûr. Mais pendant combien de temps, pourquoi faire, je sais pas. Toi, t'en penses quoi, toi qui as un taf peut-être un peu plus classique, mais tu te rends compte un peu du comportement des gens, de comment ils agissent? Moi, j'ai l'impression que, tu vois, chaque personne, on a tous les mêmes besoins. Moi, par exemple, dans mon métier, je parle énormément de la pyramide de Maslow, tu vois, pour former les gens à être de bons managers, etc. Et en fait, quand je leur parle de cette pyramide-là, cette pyramide, elle est en plusieurs étages. Pour ceux qui regardent le podcast ou qui l'écoutent, mais qui ne le connaissent pas, ça va être les besoins physiologiques, c'est boire, manger, dormir, respirer. Ensuite, ça va être tout ce qui va être besoin de sécurité, avoir un CDI, avoir un emploi, avoir une maison et tout. Et là, on passe après à des besoins qui sont importants. Ça va être le besoin d'appartenance, appartenir à une équipe de foot, appartenir à avoir Instagram, avoir un beau skin sur Fortnite pour un kids ou la carte Pokémon la plus rare. Puis le besoin d'estime, que on nous dise merci, qu'on nous récompense et tout, et tu vois, le besoin d'accomplissement, de réussir quelque chose, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que quand tu crées une communauté, bah, il faut penser que ces gens-là ont ces besoins-là, et bah, tu vois, créer l'appartenance. Moi, par exemple, à mon niveau, quand j'ai créé ma chaîne, à chaque début de vidéo, c'est « Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien ». Et j'ai identifié ce truc-là avec une identité visuelle qui est un renard, une communauté qui a un nom, et avec qui je rentre en interaction. Du coup, je me suis approprié un animal qui existe déjà, un emoji sur l'iPhone qui existe déjà. Mais tu vois, il y a cette connexion-là. C'était comme au début de Camino, tu vois, moi j'avais beaucoup aimé ça avec Mané, tu vois. C'était quelque chose qui crée une communauté qui inclut, et j'ai trouvé que ça c'était déjà important. Ensuite, tu vois, par exemple, répondre dans les commentaires à tout le monde, et échanger avec eux. Bah, pour moi, c'est ça le besoin d'estime. C'est moi, j'ai regardé ta vidéo, j'ai pris du temps, j'aime ton contenu, je prends du temps pour écrire un commentaire qui soit négatif ou positif, tant qu'il est constructif, et toi tu réponds à ça. C'est ce besoin-là d'estime là, et moi je m'en fiche en fait d'avoir une communauté de 2000 abonnés, 10 000 abonnés, 11 000, 100 000, 1 million. Tant que, tu vois, je la respecte et je me sens bien à être avec ces personnes-là. Et tu vois que ça ne devient pas néfaste. Et ça, c'est mon point de vue. Parce que aussi, voilà, dans mon taf, je bosse quand même un peu sur ces choses-là. Et je trouve que c'est important. Et le mieux, ça serait d'avoir le besoin d'accomplissement, c'est d'accomplir avec les gens de la communauté des choses. Et la dernière fois, j'ai écouté un de vos podcasts. Le but, c'était de créer un pop-up à Paris pour les rencontrer. Et ça, pour moi, c'est de l'accomplissement. On a bossé et là, on se rencontre tous et on met une date sur un endroit où on peut se retrouver. Et tu vois, Vince, quand il va sortir sa marque de vêtements, tu vois, c'est un accomplissement. Je crée quelque chose et ensuite, vous pouvez porter. On est encore plus ensemble qu'avant. Et tu vois, moi, c'est des objectifs comme ça que j'aimerais accomplir avec ma communauté, parce que j'ai pas envie. C'est cool de me regarder présenter des achats, d'ouvrir des paires, mais c'est bien aussi de savoir ce que je pense pendant un podcast. C'est encore mieux de me rencontrer pendant une rencontre abonnée ou pendant un pop-up. C'est encore mieux de porter peut-être un t-shirt où l'idée vient de la communauté et de nous, comme vous faites. Au début, c'était de la sérigraphie. Aujourd'hui, regarde, c'est de la confection, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça l'accomplissement. Et je me rappelle au pop-up de Supro, je pense que Supro, quand il est sorti
et qu'il a vu toute la queue et toute cette file d'attente et que même leurs abonnés ils se sont dit waouh, c'est fou. Ok, on est tous ça à être de la team Supra. Et bah c'est ça le besoin d'accomplissement, tu vois. C'est l'histoire aussi, tu marques les choses. Et tu marques les choses. Moi j'adore ça. Mon kiff c'est marquer la vie. On a un pouvoir en... Oui, on est... Enfin, tu vois... Personne, je pense, ici n'aimerait dire ça, mais c'est un pouvoir. On est des influenceurs, tu vois. Et on a le pouvoir d'influencer la vie des gens. Et donc comment je fais pour utiliser ce pouvoir-là dans mon intérêt, mais en apportant quelque chose de positif? Moi j'ai envie de marquer la vie des gens, j'ai envie de leur apprendre des trucs, j'ai envie de les faire avancer, évoluer, s'ils pensent que c'est la bonne direction. Et c'est grave ça. Je pense que l'occasion de discuter, c'est aussi pour que on puisse vraiment échanger. J'ai grave des choses à apprendre des gens qui me suivent, tu vois. C'est pas que 10 000 personnes, c'est 10 000 personnes, mais avec chacun des vies uniques, des expériences uniques à me partager. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de discuter avec eux. Mais c'est l'occasion de... Même si vous voulez pas acheter, venez discuter. Moi, je suis grand friand de discuter. Alors, je suis peut-être un peu introverti de base, mais je kiffe ça. Je kiffe ça. Genre, aujourd'hui, je kiffe discuter avec toi. C'est trop cool. J'apprends des trucs. Et si je pouvais faire ma vie, si je pouvais ne pas travailler faire que ça, je serais très content. Si je pouvais passer ma vie dans cette voiture, ça serait incroyable. Non, mais la chance que c'est de pouvoir communiquer avec des gens qui peuvent nous comprendre à des plus ou moins grands degrés, c'est cool, quoi. Je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir parler avec des gens qui nous comprennent, quoi. Ouais, des graves. Genre, c'est cool. C'est vraiment cool. Et je pense que tu vois, la communauté, c'est magnifique en fait, d'avoir une communauté. Alors, après, je pense que oui, il doit y avoir des communautés néfastes, etc. Mais ça, je pense que c'était un peu plus aux prémices d'Internet, où les gens ils comprenaient pas trop où ils mettaient les pieds, où il n'y avait pas d'algorithme, donc c'était pas rangé dans les bulles de filtre. Mais les bulles de filtre, ça sert à ça aussi, c'est avoir des gens bienveillants, parce que les gens qui tombent sur ta vidéo, bah, c'est les mêmes gens qui tombent sur la mienne, qui tombent sur celle de Tom, et au final, bah, on pense tous la même chose. Et si eux, ils nous regardent nous, bah, c'est qu'ils regardent des créateurs qui nous ressemblent et qu'ils ont les mêmes idées et qu'on peut échanger avec eux. Et c'est à quoi je pense là. C'est génial. Moi, je pense à Virgil Abloh, tu vois. Malheureusement, du coup, il est décédé. Ouais. Et c'est impressionnant comment on a l'impression qu'il a touché la vie de tellement de gens. Ouf. Le nombre de stories que depuis hier, je n'ai que ça sur Instagram. Ouais, des stories, des posts de créateurs, de gens plus ou moins comme moi, lambda. Et c'est fou de voir qu'il a influencé la vie d'autant de gens et qu'il les a marqués au point que eux, à sa mort, se manifestent en mode bon bah écoute, merci, j'ai kiffé, tu vois. Et c'est stylé de voir qu'un mec influence autant de gens et accomplit autant de choses en quand même si peu de temps, tu vois. Moi, je suis pas trop un mec qui partage quand quelqu'un meurt et tout, parce que je sais pas, je me sens pas à l'aise avec ça. Mais c'est phénoménal là ce qui se passe. Sa famille doit kiffer voir, non, mais doit kiffer voir quand même un peu l'impact qu'il a eu en mode putain, il a make it un peu, tu vois, quand même. Ouais. Là, on le voit. 2017, 2021, c'est lui. Hein. Ah, c'est lui dans beaucoup de choses, dans beaucoup de moves, chez Nike, chez LV, et pour moi, ça restera la personne. C'est communauté là, tu vois, c'est vraiment communauté. C'est communautaire. Drive by community à fond, genre c'est. Et c'est la personne qui a dit oh, le luxe, regardez ici, regardez la rue, regardez la street, regardez le sportswear. Et c'est ouf, avant Lacoste ne voulait pas être la marque des Kaira. Aujourd'hui, Lacoste. Collab avec Supreme. Etc. Tu vois. Et je pense que Virgil Abloh, il en est pour quelque chose là-dedans, dans ces mouvements-là. Oui. Énormément. Ouais, non, c'est fort. Et c'est community. Enfin, c'est cool. C'est incroyable. C'est d'art. Moi, je construisais des communautés, rejoignais les communautés, interagissais avec les communautés. Et en fait, c'est genre juste des gens, quoi, des humains. Ouais, comme nous. Ouais, voilà. C'est d'art. Bon, avant de clôturer ce petit podcast, la dernière fois j'avais fait la même chose avec Vince et Jordi. Je voulais savoir, pour vous, est-ce que vous avez des déceptions en ce moment? Et ensuite j'aimerais que vous puissiez aussi me dire, en ce moment, là, tout de suite maintenant, vos top 3 marques. Est-ce que vous avez des marques au top, et est-ce que vous avez envie de faire découvrir des marques aux abonnés, aux personnes qui nous regardent? Allez-y les gars. Vas-y, commence Féro, parce que moi j'ai... Alors, déception de l'année, moi, c'est la première année de ma vie où je gagne un tout petit peu d'argent perso, que je peux me permettre de dépenser, et j'aurais kiffé voyager un peu plus. J'ai eu la chance quand même d'aller à Berlin un peu cet été, mais on a bougé un peu en France, mais j'aurais kiffé Londres, États-Unis, bon c'est plus tard, mais voyager, ouais. Malheureusement, on peut pas voyager aussi facilement qu'avant, mais ouais, j'ai hâte qu'on puisse repartir un peu partout, papillonner, vagabonder, c'est un truc que moi je kiffe bouger, rencontrer des gens, et là c'est un truc où j'aurais pu avoir l'occasion de financièrement,
mais pas malheureusement dans le contexte actuel. Et 3 marques, d'abord, qu'est-ce que tu regrettes toi cette année? Moi j'ai pas, frérot. Là, maintenant tout de suite, je pourrais pas te dire. T'as pas de regrets? Non, j'ai pas de regrets. Des petites déceptions Non, je sais pas. Non, franchement, c'est un homme comblé. J'ai pas de déception comme ça, non. La vérité, non. T'en as une toi Moi, un petit truc qui chagrine là. Déception, j'ai aussi les voyages parce que je suis quelqu'un de base qui voyage beaucoup. Avant le Covid, la même année, j'ai fait Allemagne, Thaïlande, Japon et Crète. En un an. Ouais, en un an, de novembre à septembre, tu vois, de novembre à septembre. Donc novembre 2018 à septembre 2019. Et après, il y a eu le confinement. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Un de mes derniers voyages en date, c'est celui de août 2019 qui était le Japon, où alors je suis allé dans des shops sneakers, où je suis allé dans des shops manga, mais aussi surtout où j'ai rencontré des personnes, où j'ai fait des beaux voyages, j'ai fait un road trip vraiment dans tout le Japon. J'ai fait l'ascension du mont Fuji. Ah c'est d'art ça putain. Et c'est des choses tu vois qui m'ont ultra marqué. Et j'avais envie par exemple, tu vois quand je vois Lena Situation et Seb, Kilimandjaro, ça me parle de ouf, tu vois. Et j'aurais kiffé faire la Tanzanie. J'aimerais énormément partir en Égypte. J'ai envie et j'ai ce besoin en moi, tu vois, intrinsèque de découvrir des choses, de voyager, de me déconnecter aussi, tu vois. Ah, ça fait du bien. Ouais. Et j'ai l'impression que, en ce moment, je peux pas trop me déconnecter de par ça, tu vois, de par Covid, tu vois. Tu vas aller au Japon avant le Covid. Avril 2020, ouais. Ouais. Et Kékette, hein. Tu vois, et c'est incroyable le Japon. Et tu vois, ça peut être une déception du coup, le Japon. Ouais, mais ça date, c'était pas de cette année, c'était l'année dernière. Vas-y. T'as aucune déception? Mais frérot, là comme ça, j'ai pas de déception. Bon, si l'album de Booba était pas terrible. Mais le fait d'avoir. Non, je sais pas, le fait d'avoir de mal manger ici. Non, mais non, en fait, faut pas avoir de déception, tu vois. Je peux avoir des déceptions sur ça. Ouais. T'as profité de la vie, et puis. Oh là là, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Enchaîne-nous sur tes marques préférées là. Mes marques préférées. Alors, moi, il y a un gars que j'aime beaucoup, un artiste, un Elliot, on appelle Elliot NFT. C'est Elliot Ossan. Elliot Ossan, ouais. Okay. Et en gros, il fait beaucoup d'art, tout ce qui est NFT avec des fantômes, tu vois. Et genre, il fait du merch. Je pense que tu vas apprécier. En gros, il prend des photos. Il prend des photos. Je connais pas du tout, mais j'ai envie d'apprendre à connaître ça. Alors. Il fait des photos qui transforment, quoi. Et je kiffe de ouf ce qu'il fait. Il fait vraiment du bon taf et tout. On a aussi un autre gars qui s'appelle Elliot, qui fait des personnes. En vrai, c'est les seuls qui me viennent, qui fait. Mais c'est encore mieux quand c'est des indépendants. Moi là, je kiffe de ouf. Et en gros, il fait des visuels un peu 3D, où il y a des bonhommes, des petits trucs et tout. Je crois d'ailleurs, j'ai peut-être même un t-shirt, tu vois, où genre ça va être des trucs. Oh là là. Ok, comme ça, trop lourd. Et genre il fait des animations 3D tout, il est trop fort. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait, tu vois, tout ce qui est l'animation 3D avec Raska. Ouais, c'est lui. Ok, ah ouais, très lourd. Elliot et Elliot. Elliot avec un H, Elliot avec un E. Tu me demanderas, je t'enverrai les liens. Donc de toute façon, moi je mets en description et il y a des petites inserts dans le format vidéo, il y a des petites inserts. Pour ceux qui sont sur l'audio, si ça vous intéresse vraiment, venez sur YouTube, regardez le format avec les inserts. Et troisième marque, non, j'ai pas de. Enfin, New Balance, je commence à vraiment, depuis que je suis avec lui, je commence vraiment à kiffer New Balance de ouf. Let's go. En plus, avec le matraquage de Vince, toi et tout, là, ça commence à rentrer un peu. Mais non, c'est bête de marque, je kiffe ce qu'ils font, même. Ouais, voilà. J'avoue, New Balance, C'était une grosse marque. Ouais, moi, pour citer une grosse marque, de toute façon, ça sera aussi ça, mais je laisse Flub New Balance, c'est là-dedans, là-dessus. J'ai 3 marques. New Balance, Extra Vitamins. C'est une marque des États-Unis, c'est des indépendants. Ils font la sérigraphie de la teinture eux-mêmes, mais c'est des produits très beaux. Ils ont une DA incroyable, notamment dédicace aux gourdes. C'est des très beaux produits. C'est un peu cher et j'ai pas envie de payer les taxes, du coup j'ai pas encore commandé. Mais un jour je passerai commande quand je ne compterai plus mon argent. Et il y a une marque à Barcelone qui s'appelle Stuff, S-S-S Stuff, donc Stuff. Ils ont une boutique incroyable et en gros, imagine Chinatown Market, enfin la Market du coup maintenant, mais avec des concepts 10 fois plus poussés que personne connaît. Et c'est incroyable. Ils ont fait. Est-ce que tu te rappelles quand t'étais petit? Moi j'avais une petite boîte comme ça avec de l'argile ou je sais pas quoi et un squelette en plastique qu'il fallait taper avec une petite machine. Ok, ouais, si. Genre en mode archéologie là. Mais ils ont fait la même chose avec un t-shirt dedans. Et ils font que des concepts trop cool. Ils ont des mouchoirs, un t-shirt dans une boîte de mouchoirs. Il y a un t-shirt où tu peux gratter le t-shirt en fait. Comme un truc à gratter. Comme un truc à gratter. Et si t'as les 3 sets, t'as un truc offert. T'as un hoodie offert. Mais non, ils sont trop chauds. Ouais, voilà, Stuff. Et en fait, vu que j'ai l'impression que la communauté espagnole, enfin, outre de Barcelone, est pas très développée, elle se développe pas. En tout cas, en gros, ça serait une marque qui serait aux US.
c'est top marque. Mais là, vu qu'elle est bloquée en Espagne, personne la connaît. Personne la connaît. Sur leur site, tu vois, tout est un peu cher. Sur leur site, t'as un jeu un peu comme un truc de casino en ligne, gratuit. Hein, où si tu mets ton adresse mail, tu peux avoir des moins 30, moins 40%. Okay. Et c'est drôle pour prolonger l'expérience client. Tu vois. Le plus fou, c'est que tu peux acheter une maison sur le site aussi. Oui, pendant longtemps, t'avais une villa à 3 millions en vente sur le site. C'est trop drôle, tu vois. Bon, ils l'ont jamais vendu, mais c'est trop drôle. Leur DA, incroyable, créativement incroyable. Ils ont des vidéos YouTube. Stuff. Ok. Voilà, tu verras, c'est intéressant. C'est des refs que normalement je partage pas parce que je copie leur travail, c'est pas vrai. Mais c'est cool suivant. Et toi? Bah moi, ça va être moins original que vous. Je pense que aussi, c'est ça qui est bien et moi je suis content d'échanger avec vous aussi là-dessus. C'est parce que vu que vous êtes aussi des créateurs textiles, que vous avez une marque, vous êtes peut-être plus là à diguer. Ah oui. Normal, c'est normal. Donc à diguer des marques et là j'ai envie que le podcast se termine pour aller regarder les trucs que vous m'avez dit. Moi je suis vraiment très basique. New Balance. Énormément cette année, ça fait 2 ans que c'est fort, mais depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'en parle énormément. J'ai envie cette année aussi de faire découvrir Salomon et d'aller diguer du Salomon. C'est vrai que je commence à me dire putain, je vois tout le monde avec, j'ai envie d'essayer, tu vois. J'ai vraiment envie. C'est confort? C'est assez confort, mais c'est très trail. Ça veut dire que ça te serre le talon, tu vois. Ton talon, il est vraiment confort, vraiment bien serré, tu vois, bien enveloppé un peu. Bien enveloppé. Donc moins confort peut-être que New Balance, mais c'est pas mal, tu vois. J'ai envie de faire des tests de Salomon, j'ai envie de présenter Salomon, de la XT6, de la XT5, etc. Là, je me perds. Quand j'ai commencé New Balance, j'y arrivais pas et maintenant 2002R, ok, 550, ok. Dinguerie, je savais pas que les chiffres avaient une correspondance par rapport à l'utilité des chaussures chez New Balance. Ouais, si, mais c'est un truc de ouf. En gros, tout est réfléchi par rapport au chiffre, c'est fou. Genre 5 ça se trouve c'est des chaussures de randonnée, 4 ça va être des chaussures de orthopédiques, enfin bref, j'ai des bêtises mais dans l'idée c'est ultra réfléchi. 900 c'est tout ce qui est rétro running, c'est de la performance. Bref. C'est ouf. Et petit pour les gens qui regardent et les gens qui écoutent, normalement un des épisodes de cette année c'est avec les mecs de New Balance Social Club qui vont expliquer vraiment comment ils ont créé la page Instagram. C'est des Français. C'est des Français et ils vont parler vraiment de New Balance, de la collection, de la référence avec les chiffres et tout. Ils vont venir dans la caisse en discuter, donc ça va être ultra cool. Petit teasing du coup. Moi je serais vous, je m'abonnerai à la chaîne YouTube. Ouais, là il faut abonnez-vous si ça vous intéresse. Et troisième marque, encore une fois je suis pas original mais ça va être Arc'teryx. Ça a l'air d'être c'est stylé quand même. ça a l'air d'être cool, j'ai envie de creuser un peu plus le truc et je trouve que Arc'teryx Salomon, Arc'teryx New Balance, ça fait des outfits super sympas, mais je suis moins original que vous dans le sens où c'est pas trop des marques trop nichées, même si Arc'teryx un peu, mais c'est quand même connu, c'est quand même un gros truc, tous les Parisiens en portent, donc mais c'est d'art, genre ah putain, non, j'ai pas, on est reparti. Tu peux. Il y a Stone Island, ils ont sorti une collab avec une marque de gourde. Ils ont fait une sacoche à gourde. Et ça, alors bon, ça coûte 200 balles. Ah ouais. Mais c'est un coup de cœur produit. Tu garderas ou pas dans le podcast. Ouais, mais je vais mettre en insert. Mais c'est très stylé, genre c'est. Mais le move qu'ils avaient fait avec New Balance, c'était cool aussi. Hein. Ouais, la paire, moi j'ai kiffé. Vous avez pas trop accroché, je crois. C'est de la performance après. Hein. Là, on est vraiment sur de la performance. On est vraiment entre le luxe et la performance. Je trouve que c'est cool, quoi. C'est deux milieux qui. Tu vois personne courir en Dior ou en Louis Vuitton, tu vois. Et ils créent des vrais produits, je trouve, tu vois. Non, c'est intéressant. Du coup, cette sacoche à gourde, elle est trop cool, elle est trop marrante. Genre là, j'ai pas 200 € à mettre dans une sacoche gourde, mais c'est drôle. Comme concept, en fait, c'est cool de créer des produits qui seront peut-être pas beaucoup utilisés, mais qui laissent aux gens envisager la possibilité que ça existe et donc développer d'autres produits similaires après. Ouais. Mais tu vois, il y avait un move comme ça que j'avais kiffé. C'était les chaises de camping ou les tentes faites par Carhartt et les raquettes de ping-pong. Je trouvais que ça sortait vraiment de l'ADA de Carhartt, qui est Working Progress, donc vraiment du workwear. Et là, c'était plus, vas-y, on sort, c'est outdoor, c'est plein air, c'est camping. Et c'est Carhartt. Familial un peu. Ouais, familial. J'avais kiffé aussi ce move-là. J'aime bien quand les marques elles font des petits moves sympatoches comme ça. Sortir des limonades. Genre, créer des produits comme ça un peu fuck qui marquent les gens, quoi. De ouf. Ce que Ruby avait fait, la limonade, c'était incroyable. Et c'est surtout aussi l'histoire qu'il y a derrière.
Et storytelling et limonade locale, il a galère à négocier, ils ont dit oui. Enfin, c'est une sorte de ouf. Qui colle toutes les étiquettes à la main, là, c'est d'art. Bref. Ouais. C'était top. Bon, les gars. Ce podcast est terminé, malheureusement. On va aller manger. En tout cas, j'espère que les personnes qui ont écouté ce podcast juste à la fin, mais même ceux qui l'ont écouté à moitié et ceux qui l'ont regardé, vous avez kiffé ce petit podcast. En tout cas, moi les gars, je vous remercie. Merci à toi pour l'invitation. C'est cool. Jusque Paris de Orléans, franchement, c'est grave cool. Je suivais votre travail depuis longtemps et ce que vous faisiez avant, et ça me réconforte encore plus de vous avoir invité parce que vous êtes des bonnes personnes et on a des idées similaires, donc c'est grave cool. En tout cas, moi je kiffe et j'en suis sûr que les personnes qui auront écouté et regardé ce podcast, s'ils sont encore là, si je dorme pas, normalement c'est ça. Donc là, si vous êtes jusque là, les gars, vous allez donner de la force à Flub et à Tom sur leurs pages respectives, leur Insta, leur YouTube, et puis voilà. Nous, on vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. On vous embrasse et puis à bientôt les gars. À bientôt. Ciao. Abonnez-vous à la chaîne de Matt, je peux pas oublier.